Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer une analyse détaillée des NBA Finals avec un duel entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami. Nikola Jokic face à Jimmy Butler. Pour m'accompagner, c'est Florent du compte Twitter Mascot Stanley que je salue. Bonjour Florent. Salut, j'espère que tu vas bien et merci pour l'invitation. Et bah de rien, c'est avec toi que je vais faire ce preview enfin des finales NBA. Quelle pression! On l'a attendu, hein. Ils se sont fait Oui. désirer Miami. Oui, je sais pas si on va aller en finale finalement. Et les Ah oui, voilà. on l'a attendu, on pensait que ça irait un peu plus vite et puis ils ont joué un peu avec nos nerfs. Tant mieux pour Denver, on en reparlera peut-être après, ou pas tant mieux, on en reparlera peut-être après. Écoute, en tout cas, on va pas parler de Boston puisque c'est terminé. Ciao les gars. On parlera de Boston une autre fois quand on Unfinished parlera. business. Voilà, là c'est finish Boston. Donc, Unstarted, moi j'aurais dit même, mais bon, ça, on va pas commencer. Mais bon, on fera le bilan des équipes éliminées une autre fois dans d'autres circonstances. Là, on va parler des deux équipes qui nous concernent. Ce que j'appelle la revanche des laissés pour compte au début de la saison et même à l'entame de ces playoffs. Une personne annonçant une affiche Denver-Miami en finale NBA aurait probablement déclenché les rires, voire les moqueries des interlocuteurs. À part leur confrontation face aux Wolves, Denver n'a jamais été annoncé comme favori dans ces séries, en demi ou en finale de conférence, contre les Suns et les Lakers. 12 victoires et 3 défaites plus tard, les voilà qualifiés pour la première fois de leur histoire en finale NBA. 47 ans d'attente pour les fans, avec ce sentiment d'être face à une équipe que rien ne semble en mesure d'arrêter, si ce n'est peut-être le Heat de Miami, 8e de la conférence Est. On connaît l'histoire après un passage par le play-in, perdu le premier match face à Atlanta avant de s'imposer difficilement face aux Bulls. Jimmy Buckets et sa bande sont allés crucifier les Bucks de Milwaukee, grands favoris pour le titre au début de ces playoffs, en 5 matchs s'il vous plaît, avec la manière. Puis ils se sont débarrassés des Knicks en 6 matchs, malgré l'entorse à la cheville de Jimmy Butler. Opposés aux Celtics en finale de conférence contre l'école, encore une fois, personne ne les voyait capables de rivaliser. Miami a enchaîné 3 victoires consécutives avant de perdre les 3 suivants, évidemment, pour finalement s'imposer dans un match 7 décisif sur le parquet de Boston. Ils sont comme ça, Miami, ils aiment être les outsiders, ils se transcendent dans l'adversité pour mieux faire mentir ceux qui les annoncent perdants. Tout cela participe à bâtir leur légende. En finale, à tous ceux qui donnent Denver largement gagnant, Miami leur dit merci. Florent, un mot rapide sur la manière dont tu as vécu le parcours de ces deux équipes durant ces playoffs. Folle, surpris et assez sympathique. Non, 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 des parcours assez différents finalement parce que Denver, c'est, on va dire, très sérieux. Depuis tout le début de ces playoffs, sérieux, efficace bien entendu, même très efficace. Et T'as puis douté côté, t'as douté de Denver personnellement ou pas, toi? Quand il y a eu les Suns et les Lakers, tu étais parti sur une victoire de Denver, tu les sentais bien ou t'as eu tes doutes? euh, j'avais forcément des doutes parce qu'on peut pas nier que les Lakers et les Suns Moi avaient quand même aussi. des attributs, mais Hmm. je sentais quand même, enfin, je voyais bien les Nuggets passer parce que je les voyais assez en forme déjà, dans une forme actuelle et puis sérieux, puis ça reste quand même le numéro un en saison régulière, même si bon dans ces playoffs saison régulière, je sais pas trop si on peut s'y fier, mais on était sérieux depuis le début. C'est surtout contre les Suns où ils m'ont vraiment impressionné. Je pensais pas qu'ils s'en débarrasseraient aussi facilement. Plutôt contre les Lakers, j'étais plutôt confiant, même s'il y avait toujours le facteur LeBron James. Alors moi, Surtout je quand ne je voyais pas du tout le sweep en finale. Autant les Suns, j'ai trouvé ça disputé, comme je l'ai dit, répété, le Game 2, quand on revient sur cette série, le Game 2 est gagné à l'arrache, à domicile. il joue pas à grand chose. Franchement, c'est quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouf, heureusement qu'ils sont allés remporter ce match. Et j'ai trouvé ça finalement assez disputé. Je trouve que les Suns, quelque part, ils n'ont pas trop à rougir. Par contre, le sweep des Lakers, je ne l'avais pas vu venir. Moi, j'avais donné 4-3 Denver. Mais je pensais qu'ils allaient transpirer beaucoup plus face à LeBron James et Anthony Davis, quoi. Moi, c'est le troisième match contre les Lakers qui m'a un peu dit que c'était mort. Mm. C'est celui où je crois que c'est le troisième, hein, où Jokic est gêné par les fautes, il joue assez peu, et finalement, Oui, malgré cela, il gagne. Et c'est là où je me suis dit, ah, celui-là, les Lakers ne
devaient pas le perdre, et Effectivement, finalement ouais. ils l'ont pas eu. Donc je me suis dit: «Si vraiment celui-là ils le prennent pas, ce sera foutu». Effectivement, il y a eu tout un passage, je crois que ça a duré 7 minutes, un truc comme ça, où Jokic était sur le banc et heu et Denver est resté tout à fait au contact des Lakers. Effectivement, c'était le signe qu'ils avaient un peu, comment dire? Trouvé la solution à l'équation, Lakers, quoi. Et en face, bah, improbable, dingue, spectaculaire, tous les qualificatifs possibles et imaginables, imprévisible. Je pense qu'imprévisible, c'est peut-être le meilleur mot. Oui, complètement. Enfin, je veux dire là, enfin, j'en peux plus de répéter tout le temps les mêmes trucs concernant Miami. D'ailleurs, je pense que je vais changer de tonalité dans ce preview des finales, parce que là, Miami, si au bout de 3 tours, on n'est pas convaincu de ce qu'ils sont en train de faire, je veux bien croire. Quand je préparais ce podcast, j'étais là à me dire, en train de noter dans mes annotations, je mettais souvent, ah mais est-ce que Caleb Martin peut maintenir cette adresse? Est-ce que Miami peut maintenir cette adresse? Et quelque part, c'est ce qu'on se dit à chaque tour pratiquement. Alors, on va parler des. Il y a des différences entre les adversaires qui ont affronté Miami et ce que Denver va leur opposer dans ces finales NBA. On a vu notamment face à New York que Miami est aussi des fois passe aussi par quelques trous d'air en termes d'adresse, ça peut leur arriver. Il faudrait pas que ça leur arrive face à Denver, j'ai envie de dire, mais euh, mais ça arrive. Après, ils ont eu une adresse complètement folle face à Milwaukee, une adresse complètement folle face à Boston. Ils ont sorti deux des équipes qui étaient éminemment enfin, considérées comme deux équipes très sérieuses pour le titre. Ah oui, oui, ils ont pas eu un parcours, facile, sur le papier, hein, ça c'est sûr. Pour moi, c'est surtout la série contre les Bucks où il y a la blessure de Giannis qui réécrit beaucoup l'histoire. Mais après, ils sont allés chercher les Knicks, ils sont allés chercher les Celtics. Ils ont fait déjouer les Celtics. D'ailleurs, ils font déjouer tous leurs adversaires, hein, c'est leur arme principale. Mais ils sont allés chercher en tout cas les matchs un par un. Et s'ils sont pas là, c'est pas le fruit du hasard, le fruit de la chance, le fruit de la malchance pour leurs adversaires. Voilà, c'est quand même une équipe sérieuse. Il y a pas eu les Celtics n'étaient pas décimés par les blessures, etc. Donc c'est pas non plus le parcours un peu accidentel. Non, 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 ils sont pas là pour rien non plus. Tu m'offres une parfaite transition, Florent, par rapport à la question que je vais te poser maintenant. La première question, je pense, qui est centrale dans ce duel en finale, c'est comment tu vois Miami défendre sur Denver? À ton avis, quelle est la stratégie à appliquer, notamment pour défendre Nikola Jokic, qui, je pense, est un profil qu'ils n'ont pas eu à affronter. Denver est même une équipe en tant que telle qu'ils n'ont pas eu encore à affronter. Je veux dire, ça, ce que je veux dire par là, c'est la taille de cette équipe des Nuggets et le challenge que représente Nikola Jokic, qui est, je le répète, en triple-double sur ses playoffs, et qui est à la tête d'une attaque qui est historiquement efficace. On en parlera tout à l'heure, j'ai quelques chiffres à te soumettre. Mais vite fait, comment tu penses que le Heat doit aborder ce duel d'un point de vue défensif? C'est sûr que, affronter Jokic, c'est pas bah, c'est du MVP, hein, c'est du niveau MVP, sans lancer, de francs dans la polémique. Mais, comment ils vont faire? C'est très compliqué. Moi, je me demande de plus en plus si, leur stratégie ne va pas être plutôt de museler le plus possible Murray et finalement d'admettre qu'ils n'ont pas les moyens contre Jokic. On Mmh, sait que tout le long de ces playoffs, ils ont une arme dévastatrice pour leurs adversaires, c'était la défense de zone. Problème, la défense de zone, ça ne fonctionnera pas contre les Nuggets, qui du en tout, saison régulière étaient la meilleure équipe face aux défenses de zone. Et je pense que je complètement. fais une défense de zone face aux Nuggets, ça ne fonctionne pas beaucoup. Polstra la tentera, je pense, mais je pense que rapidement il verra que ça ne fonctionne pas, il changera autre chose. Donc ils devront faire autre chose. Et je pense que c'est quand même Adebayo qui sera principalement sur Jokic. Mais même malgré les qualités de ce joueur, je pense qu'il aura énormément de mal face aux Serbes. Et finalement, je me dis de plus en plus que la solution de Jokic, c'est peut-être de museler Murray finalement. C'est d'ailleurs d'admettre que le Serbe va faire des dégâts, qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour le contrer. Je vois pas Kevin Love défendre sur Jokic. Je vois pas forcément non plus Caleb Martin.
Donc j'ai du mal à trouver de solutions individuelles. Alors on sait après bien sûr qu'il y a des solutions collectives et c'est là où le génie de leur coaching, peut les aider. Mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal et je parie de plus en plus que eux, leur but, ça va être finalement peut-être de dire, bah, lui il va mettre, 45-50 points, mais pas les autres. C'est très, très, très intéressant ce que tu dis là. C'est exactement ce que j'ai noté. C'est exactement ce que j'ai noté par rapport à la stratégie à appliquer concernant Miami. Parce que je pense très sincèrement que, comme tu viens de le dire, très justement, la défense de zone qui leur a permis de survivre face à Milwaukee et à Boston notamment, elle sera impossible à appliquer face à Denver. Comme tu l'as très bien souligné, Denver, s'il y a une équipe contre qui tu peux pas faire ta zone, c'est eux. C'est eux, Et ça c'est clair. ils marquent 1,21 points par possession contre les zones cette saison, contre les défenses de zone. C'est la meilleure marque de la ligue. C'est-à-dire que tu te fais disséquer si tu fais une zone contre eux. Donc déjà, Miami, et tu peux être sûr qu'Eric Spoelstra, il a l'info, hein, c'est Ah évident ça qu'il c'est le sûr. sait. Euh, une autre question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est est-ce que Bam Adebayo peut, à quel point il peut essayer de faire mieux qu'Anthony Davis. Anthony Davis, avant la série contre Denver, tout le monde était là à dire ah c'est le meilleur défenseur de la ligue, c'est une honte qu'il ait pas eu qu'il soit pas le défenseur de l'année ou je ne sais quoi. Bref, si Anthony Davis n'a pas réussi à manœuvrer contre Jokic, je ne vois même pas comment Bam Adebayo va réussir à faire le job. Il est plus petit, il est moins lourd. Alors, il a la mobilité pour lui, mais je vois pas comment ça peut bien se passer. Miami, pendant la saison régulière, même si l'image de saison régulière nous indique pas grand-chose, Miami évitait de switcher. C'est une des défenses qui switch le plus sur les écrans parce que Bam Adebayo a cette qualité propre à lui qui, grâce à sa mobilité, peut switcher sur les attaquants plus petits que lui. Et il est capable de rester devant eux. Il est capable de venir en aide défensive derrière pour protéger le cercle ou aller prendre les rebonds. Contre Denver, ils ont toujours évité de faire ça. Pourquoi? Parce que on sait très bien que si tu switches un petit contre Jokic, c'est mort. C'est mort immédiatement. Il va l'enfoncer. Et si tu fais une prise à deux ou que si tu fais une aide défensive, il va Il va trouver le faire une gars qui est passe. ouvert. C'est sûr et certain. Donc c'est pareil. Là, Eric Spoelstra, il va se poser la question de savoir qui je mets avec Adebayo. Est-ce que je mets Caleb Martin? Et dans ces cas-là, je peux rien switcher, absolument jamais rien du tout. Ou est-ce que je mets Kevin Love avec tous les problèmes potentiels? Parce que Kevin Love, c'est un vétéran. Mais est-ce que Kevin Love peut prendre un contre un Jokic et faire en sorte que Bam Adebayo soit celui qui va venir en deuxième rideau défensif pour l'empêcher de marquer au panier? Je me pose cette question-là. J'ai pas l'impression que Spolstra a une solution claire en fait dans ce match-up face à Jokic. Non, il a pas forcément les outils, les C'est joueurs ça, pour, hein, exactement. Il n'y a pas le personnel en fait. parce que comme tu l'as dit, J'ai c'est pas enfin parlé de Cody Zeller. Bon, Cody oui, Zeller, bien sûr. enfin voilà, Cody Zeller quoi. Mais non, ça va être Un compliqué. C'est bon pour ça gars, que je mais pense que c'est vraiment un peu un problème insoluble. Et puis, Jokic, on le connaît, hein, il va se mettre près du panier, il va faire ses 18 feintes, il va tourner 3 fois autour de lui. Et à un moment donné, bam, voilà, tombera dans le panneau parce qu'il tombera dans le panneau comme tout le monde tombe dans le panneau. Il va s'amuser. En plus, je trouve qu'il a beaucoup de qualités, Bam Adebayo, mais d'abord, il fait que 2,6 m, hein, tu l'as dit, donc c'est pas non plus une grande envergure. Et puis, même s'il est très athlétique, ça compense un petit peu parfois le fait qu'il tombe facilement un peu, je trouve, dans les feintes. Alors et facilement, c'est un ouais, bien grand mot, mais face aux et spécialistes en plus de ce truc-là, ça va être compliqué. c'est ça. Jokic est totalement habitué à ce genre de profil en fait. Il ne joue quasiment que contre que des mecs comme ça, qui Il sont adore ça. athlétiquement beaucoup plus forts que lui. Mais il fait quoi? Il leur rentre dans l'art et il crée l'espace nécessaire pour faire son petit flotteur, son petit bras roulé, son petit shoot à reculons. Enfin, Ah bah, il va lui faire quitter son short plus voilà, d'une fois pendant le match, hein. pour Jokic, il n'y a aucun C'est le problème. roi pour faire ça, hein. Et je pense effectivement, plus j'ai réfléchi à ce duel, plus je me suis dit que le hit, pour moi, il y a deux axes défensifs majeurs. Et je vais citer Draymond Green, qui, dans son analyse de la série entre les Nuggets et les Lakers, a donné une information j'avais trouvé très intéressante. Enfin, une autre chose. Quand tu es fan, moi je suis fan des Nuggets depuis un moment, enfin, je pense que pour gêner les Nuggets véritablement défensivement, il faut avoir de la taille.
Et c'est ce qu'avaient les Lakers en 2020, même si cette équipe des Nuggets était très différente à cette époque et Jokic n'était pas le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais à l'époque, les Lakers avaient Dwight Howard. Si vous regardez des images de cette confrontation, Dwight Howard était un punk en train d'essayer d'énerver Jokic en permanence, de le faire sortir de ses gonds, de le titiller en permanence. Il était insupportable avec Jokic pour essayer de le sortir de son jeu. Et ça marchait. Et il y avait Javal McGee, et il y avait Anthony Davis, et il y avait Kyle Kuzma, et il y avait LeBron James. Enfin, ils étaient énormes, les Lakers. Et je pense que c'est vraiment la meilleure arme pour gêner les Nuggets. Miami n'a pas ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Jokic, quelque part, tu dois admettre que tu peux difficilement le freiner en un contre un ou même collectivement. Je veux dire, je pense que ça sert à rien d'essayer de se casser les dents pour essayer à tout prix d'arrêter ce gars-là. Et la meilleure solution, c'est ce que disait Draymond Green, c'est peut-être de le laisser inscrire 40 points. En fait, d'aller contre sa nature à Jokic. Jokic, il veut faire jouer les autres, il veut faire briller ses coéquipiers. Et il disait très justement, si Jokic, tu lui laisses marquer 40 points, mais que tu le maintiens dans la barre des 5 passes décisives, tu as peut-être une chance de gagner. Si Jokic marque 25 points sur 12 shoots et qu'il a 15 passes décisives, c'est mort. Tu vas perdre ce match. Et je D'ailleurs, trouve c'est pas ça quand extrêmement pertinent, en fait. pardon. D'ailleurs, Je c'est t'en pas prie. quand il avait fait, 50 points contre les Suns, je crois qu'ils avaient perdu quelque chose comme Oui, ça, oui, en 53 points playoff. contre les Suns. Ouais, Donc c'est un parfait exemple. Il avait, au scoring, il était extrêmement, fort, mais son équipe avait perdu. je sais plus combien de passes décisives il avait. Tiens, il faudrait que je regarde ça, mais je vais pas le trouver tout de suite là. Après la question, c'est, aussi qui va défendre sur Jamal Murray? Alors, on peut Pas parler, non plus évident. on peut parler de ça. Alors, j'aimerais qu'on attende un peu avant de parler de ça. D'accord. Juste pour terminer, par rapport à Jokic et à Denver et la défense du Heat par rapport à ça, je pense effectivement que pour moi, l'objectif premier du Heat va être, devrait être, c'est mon avis de fan NBA. Ça vaut pas grand chose, je suis d'accord. Si Eric Spoelstra nous exposait sa stratégie, ça serait mieux. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça peut être une bonne stratégie côté Denver. C'est de peut-être laisser Jokic essayer de scorer et aller contre sa nature, limiter ses passes à cet adversaire, limiter le lien entre lui et ses coéquipiers, pardon, et bloquer tout le reste, bloquer Jamal Murray et bloquer tous les role-players autour de lui pour éviter de se faire enfoncer par le collectif qui ressemble à un rouleau compresseur côté Nuggets, quoi. Voilà. Alors, vas-y, défense sur Jamal Murray. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, j'aurais presque tendance à croire parfois qu'ils vont peut-être lui mettre, pourquoi pas Butler sur quelques séquences, parce que ça a pas non plus été évident non plus. Kyle Lowry pourra pas défendre sur Murray, hein, ça c'est une évidence. Mhm. Est-ce que Struss et Vincent pourront le faire? Avec quelques qualités, mais je pense que quand même ça va être assez compliqué, mais il va falloir ouais, le gêner. On sait que Jamal Murray est très fort sur pick and roll, surtout dans ses playoffs, il se régale là-dessus. Et je pense qu'en fait, ils vont essayer vraiment d'empêcher les pick and roll côté Nuggets. Et ils vont mettre à Murray, pardon, le maximum de joueurs dans les pattes. Ils vont lui en mettre un, puis deux. Ils vont faire une défense, je pense, en high étage sur Murray pour vraiment l'empêcher de pouvoir jouer pleinement les pick and roll et le mettre en difficulté. Je pense que c'est vraiment sur une stratégie collective qu'ils vont pouvoir y arriver. Je suis pas sûr que ça soit pareil. Enfin, je suis pas sûr que tu puisses contrer le jeu à deux Jokic-Murray. Je regardais l'autre fois une vidéo sur les backscreens, les écrans par Mmh. derrière ou les écrans. Il y a tout un jeu d'écran qui se passe autour de Jokic qui sert vraiment de tour de contrôle. Et pourquoi à chaque fois on voyait Anthony Davis courir pour essayer de contrer Murray beaucoup trop tard ou le joueur de Murray, parce que les Lakers ont tout essayé. Ils ont essayé de switcher, ils ont essayé de faire sortir celui qui défendait le poseur d'écran pour faire sortir Murray de son rythme et l'empêcher de prendre et le dissuader de prendre son tir. Mais en fait, il n'y avait jamais l'espace. Ils n'arrivaient jamais à combler l'espace nécessaire pour empêcher Murray, en fait. Et quand Murray n'a pas la solution du tir, il peut toujours pénétrer. Et dans ces cas-là, tu te retrouves dans une situation vraiment pourrie où, quelque part, c'est le défenseur qui était sur Jokic, donc ton grand, qui est obligé de sortir sur Jamal Murray. Jamal Murray va le faire sortir à l'extérieur et tu vas te retrouver qu'avec des petits, surtout si tu es Miami,
qu'avec des petits pour défendre sur Jokic. Et là, c'est pareil, c'est pas une situation dans laquelle tu veux te retrouver, en fait. Ça va être très compliqué pour Miami. Ah oui, c'est un bel, et puis, on parle de ces 2 joueurs, mais il y a pas qu'eux qui sont capables aussi de faire des petits dégâts. Oui, Mais, donc ça va être très compliqué, oui, parce que, sur de l'individuel pur, je ne les vois pas, donc ils f se réussir à poser des problèmes, donc il va falloir vraiment qu'ils y arrivent par le collectif, ce qu'ils font plutôt bien, hein, ça c'est une qualité tout du à hit. fait. Défensivement, il y a une vraie mécanique, offensivement aussi, mais défensivement surtout, il y a une vraie mécanique collective et c'est leur force. Donc c'est là-dessus qu'ils devront trouver des stratagèmes pour mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est sûr que, il y a un obstacle assez important, surtout globalement en termes d'envergure et de taille, il y a un déficit du côté de Miami. Complètement, et je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. La qualité du Heat aujourd'hui, c'est leur défense collective et l'intelligence des joueurs qui défendent, justement. Ils vont devoir Match intercepter trouve, beaucoup. bah, je veux dire, tous ces joueurs-là sont extrêmement intelligents, et je pense une autre corde à l'arc d'Eric Spoelstra, je pense pas que ça va être une défense. Je pense que Miami aurait tort d'aborder ce duel en se disant on va proposer une défense et on va voir si, sauf si ça marche du tonnerre de Dieu, bah oui, dans ces cas-là, tu restes sur ce schéma. Mais je pense que Spolstra a quelque part moyen de proposer différentes couvertures défensives, différents schémas, et d'alterner en permanence en cours de match pour éviter que les Nuggets prennent, se retrouvent confortables face à une configuration à proprement parler, et essayer toujours de les laisser en déséquilibre défensivement. Oui, les Et tout d'un surprendre. coup, faire une prise à deux, ah, puis finalement on arrête, hop, une défense de zone, ah ben finalement on arrête. Et la défense suivante, ça va changer, il y a telle couverture qui change, tel joueur qui change. Peut-être que ça peut être aussi une solution, c'est-à-dire essayer de brouiller les pistes en permanence de façon à ce que Denver ne sache jamais trop sur quel pied danser finalement. Ah, c'est tout à fait possible, surtout que Spoelstra a les moyens de coordonner de nombreux systèmes. Mais c'est une solution très clairement, hein, c'est de déstabiliser un petit peu les Nuggets, les empêcher surtout de dérouler leur jeu, parce qu'à partir du moment où ils commencent à dérouler, ils sont inarrêtables offensivement. Donc il va falloir les surprendre, il va Claire. falloir aussi les forcer à faire des erreurs. C'est aussi une particularité des Nuggets, ils perdent assez peu de ballons. Et là, il va falloir qu'ils en perdent. Il va falloir qu'on leur en vole. Enfin, qu'en tout cas, que les joueurs du 8 Sachant que Denver, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons de tous ces playoffs. eh C'est-à-dire oui, qu'ils ne commettent quasiment jamais d'erreurs. Contrairement à Boston et Milwaukee, qui quelque part prenaient le bâton pour se faire battre trop souvent. Et il y a une grosse différence entre Milwaukee, Boston et Denver, c'est que ce soit Milwaukee ou Boston, c'est deux équipes au profil défensif. Et j'apprends rien à personne en disant que et Milwaukee et Boston, Boston, c'était moins évident, mais Milwaukee, on sait tous que offensivement, c'était pas aussi limpide. Ça n'a jamais été aussi limpide que ça. Il y avait oui, toujours, toujours des fois un problème le scoring pour Milwaukee. Surtout quand tu as Middleton qui a été blessé la plupart de l'année, qui revient de blessure, Antetokounmpo qui manque quelques matchs, enfin bref, Drew Holiday, il peut être très très fort parfois, mais il a souvent du déchet, bref. Les Celtics, en saison régulière, c'était une machine de guerre offensivement, mais dans ces playoffs, on a bien vu qu'ils étaient incapables de résoudre la défense de zone du Heat. Jamais, ils n'ont jamais résolu cette histoire, et c'est pour ça qu'ils ont perdu d'ailleurs. Et ils se sont butés sur cette histoire de five men out, donc c'est-à-dire que des shooters sur le terrain quasiment, ce qui était la bonne stratégie face à Miami quelque part. Mais ils n'arrivaient pas à rentrer leur shoot, jamais. Je veux dire que ce soit Jalen Brown, Jason Tatum, et même collectivement, ils étaient sur un pourcentage de réussite au tir qui était catastrophique, alors que le Heat, eux, étaient bien au-dessus de leur moyenne de saison régulière. Denver, je pense que c'est très différent. Je regardais l'efficacité offensive des Nuggets, après je te laisse parler. Ils sont, sur les 3 premiers tours de playoff, ils sont au même niveau que les Cavaliers en 2017, donc avec LeBron James et Kyrie Irving. Cette équipe était monstrueuse offensivement. Et les Warriors de Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. On parle d'une attaque qui est quasiment similaire à ces deux attaques-là, celle de Denver. Donc, waouh, faut se lever tôt pour arrêter ça, quoi. Hein. va falloir les faire déjouer. C'est ce que sait faire le hit. Et là, va falloir vraiment
qu'il le fasse, qu'il fasse un petit peu déjouer les Nuggets pour les forcer à perdre des ballons, Tout à fait. pour, leur donner une efficacité, moins grande en attaque. Eux, se donner des ballons un peu plus faciles en attaque avec du jeu de transition, surtout que la défense de transition de Denver est assez faible. Et puis, il va falloir aussi, sécuriser énormément le rebond, parce que quand en face, tu as une très bonne attaque, faut pas lui donner des secondes chances. Ouais, et malheureusement, c'est que, bah, Le les déficit de taille va pas faciliter la chose. Bam Adebayo, c'est 2,6 m, les autres sont pas non plus des grandes perches, donc la bataille du rebond va être compliquée, mais ils ont pas le choix. Il va pas falloir qu'ils laissent trop de billes parce que sinon, les secondes chances de Denver, ça va les tuer. Il y aura un rendement offensif qu'ils n'arriveront pas à suivre. entre le Heat et les Nuggets, il y a quand même, une certaine différence, on va dire, d'efficacité au rebond, quoi. Il y a les Nuggets, c'est la première équipe en termes de pourcentage au rebond de ces playoffs. Ils sont premiers. Le Heat, ils sont dixième. Oui, c'est une équipe moyen plus, on va dire. D'ailleurs, c'est ce qui fait une des grandes forces de la défense des Nuggets, c'est cette capacité à sécuriser le rebond défensif en permanence, de limiter justement les seconds tirs, les points en deuxième chance des équipes adverses. Les Lakers se sont complètement. Tout à l'heure, tu parlais des points en contre-attaque que devrait générer Miami. On disait exactement la même chose pour les Lakers. Ah, les Lakers, une équipe formidable en contre-attaque, c'est là qui trouve des points. Miami, c'est la première équipe en points inscrits sur les ballons perdus qu'ils génèrent grâce à leur défense. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, ils sont face à l'équipe qui perd le moins de ballons de tous ces playoffs, quoi. Donc, si tu coupes ce robinet à points côté Miami, en fait, pour moi, le plus gros challenge de Miami, au-delà de la défense, de comment ils vont trouver des solutions défensivement pour freiner Denver, ce qui est important, hein, très important. Mais l'autre question majeure qu'on peut aborder maintenant concernant Miami, c'est comment ces gens-là vont réussir à rester au contact en termes de points, de scoring en fait. Qui va scorer assez dans cette équipe pour rester au contact et se donner une chance de remporter un match? C'est une autre problématique en effet parce que, oui, il y a Jimmy Butler, c'est sûr. Maintenant, il pourra pas assurer 50 points à chaque match Et il leur faut et quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que voilà. on a vu contre Boston, son deuxième, enfin son meilleur lieutenant offensivement, ça a été Caleb Martin. Le mec qui nous a sorti une fin de série, mais absolument hallucinante. Et Bam Adebayo, lui, galérait offensivement, alors qu'ils avaient plutôt besoin de ses points. Adebayo, là, va être tellement sollicité défensivement que ce serait Oui, risqué d'attendre à ce que Adebayo soit à la fois défensivement un as, un monstre, et dire bah vas-y on attaque, tu nourris aussi la marque quoi. oui, oui, puis Compliqué. non, on peut pas non plus tout lui demander. Il aura déjà un rôle, défensif, primordial et puis Mhm. je pense qu'il faut aussi, reconnaître que ce n'est pas un joueur qui naturellement met 25 points par match. Tout à Il a fait. de très bonnes qualités, mais je pense qu'il faut arrêter de rêver qu'il soit, voilà, un excellent défenseur, mais en même temps une machine à scorer. C'est pas un Anthony Davis, par exemple, c'est autre chose, c'est un peu différent. Je pense qu'il faut admettre aussi ça. Mais oui, il va leur falloir des autres scoreurs parce qu'en plus, Heu, Aaron Gordon, il a les moyens clairs pour gêner, Caleb Martin, hein. Ah, alors, on va en venir à ça. Moi, il fait partie de mes facteurs X, Aaron Ah, très Gordon. clairement. Parce que, à mon avis, c'est lui qui va avoir la première consigne sur Jimmy Butler. Butler, oui, très certainement. Et clairement, c'est le joueur qui peut être le plus parfaitement bâti pour gêner Jimmy Butler. Ah Batty, c'est le cas de le dire, ouais. C'est un beau bonhomme. C'est-à-dire qu'il est rapide. Enfin, je veux dire, Aaron Gordon, c'est un mec qui est capable de défendre sur Damian Lillard. À la base, les Nuggets ont utilisé Gordon pour gêner Lillard. Avec plus ou moins de succès. Hein. Lillard est à ce point formidable que la série qu'ils avaient fait, bah, c'était très compliqué de le gêner, Damian Lillard. Mais il est capable de défendre sur un mec comme lui. Là, dans ses playoffs, il a défendu sur Karl Anthony Towns, ensuite sur Kevin Durant et ensuite sur LeBron James. Pas mal. Et là, il se retrouve face à Jimmy Butler, qui, je trouve, alors, aussi formidable que soit Jimmy Butler, je ne sais pas à quel point le côté physique de Aaron Gordon va poser des problèmes à Jimmy Butler. Ce duel va être déterminant dans ces finales. Ah oui, comme tu l'as dit,
C'est un bon défenseur, Aaron Gordon, vraiment, et comme tu l'as dit, on lui a donné systématiquement le meilleur joueur, adverse. Donc c'est une preuve de confiance, de la part de McMahon, et c'est sûr que s'il peut gêner Butler, ce sera déjà une très bonne chose aussi parce que, c'est le scoreur numéro un. Si en plus le scoreur numéro 1 est en difficulté dans une équipe qui n'a pas tant que ça de solutions offensives, ça va être très compliqué. Mais ce duel-là, ça va être très, très important, et Gordon a un rôle en effet en défense qui va être très, très important. Et comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que ce sera la première lame, et il y aura sans doute d'autres lames, qui peuvent le faire. Porter est pas le non plus, c'est pas un élite défenseur, mais il est capable sur quelques séquences de faire des bonnes choses. Donc oui, oui, il y aura Par beaucoup de contre, beaux. ils ont Kentavious Caldwell Pope, ils ont Bruce Brown. Oui. Je me demande même si Christian Brown ne sera pas tenté à un moment ou un autre, à moins qu'il soit un peu trop vert pour les finales NBA. D'ailleurs, c'est un truc qui va jouer en défaveur des Nuggets, c'est leur manque d'expérience. Alors que Butler, Adebayo et une poignée d'entre eux, je veux dire, c'est pas maintenant que ces gens-là vont être impressionnés, quoi, hein, clairement. Mais faut pas minimiser ça. La scène des finales NBA pour les néophytes, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds, parfois ça peut être un peu un vertige quand même. Ah oui, mais les joueurs le disent souvent, hein, même des joueurs expérimentés ou qui avaient déjà fait des playoffs le disent. Quand tu es en finale NBA, c'est pas un tour de playoff. Ce sont les finales NBA, c'est un monde à part, Complètement. et c'est sûr que ça peut jouer quelque chose. En plus, il y a le poids de l'histoire du côté de Denver, ils n'ont jamais gagné de titre. S'ils le font, ils rentreront dans l'histoire, à jamais les premiers, comme on dit, hein. Donc oui, oui, Mhm. ça peut gamberger. Dans les moments, si vraiment les séries sont compliquées, ça peut être un petit point de détail qui fait basculer, d'un côté ou d'un autre, hein, c'est une évidence. Ouais, complètement, ouais. Laurie peut se réveiller, ça serait étonnant, mais Kyle Lowry Oui, peut retrouver un petit peu, mais, sur deux trois shoots, mais je veux dire, casse-croûte, il peut retrouver une adresse, hein. il s'est passé des choses beaucoup plus folles que ça, j'ai envie de dire, du côté du hit, quoi. On est plus à ça près. Non, on n'est plus à ça près. Alors, justement, tu vois, enfin, entre Caleb Martin, Caleb Martin, j'aimerais bien le voir continuer à afficher ce niveau parce que franchement, il était magnifique contre Boston. Euh, Gabe Vincent, Max Strus, tous ces gars-là ont eu leur moment. Duncan Robinson, j'ai hâte de voir s'il va être jouable ou pas. Franchement, c'est une vraie question parce que défensivement, Duncan Robinson, tout à l'heure, on parlait de l'attaque irréelle en termes d'efficacité de Denver. Duncan Robinson, il t'offre du shooting, mais derrière, il peut te reprendre beaucoup aussi parce que défensivement, il va être visé par Denver. Et Ouais, je pense que d'ailleurs, ça va être compliqué pour, ça va être la Robinson, question mais aussi pour Tyler Hero, parce que Tyler Hero, qui a annoncé par Chris Haynes comme potentiellement de retour au match Game 3, ouais. 3, tiens, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je veux dire, est-ce que tu prends le risque de casser le rythme et quel rôle tu lui donnes à Tyler Hero? Et est-ce que quelque part, un mec qui est pas dans le rythme, qui est pas dans l'ambiance, qui va prendre des minutes à un mec qui a participé activement à construire tout ce parcours. Après, Tyler Hero, il est hyper talentueux. À quel état de forme, dans quel état de rythme il va être? Là, c'est le gros point d'interrogation. Quel genre de minutes tu lui confies? Et défensivement, on sait tous que Tyler Hero, c'est quand même un gros problème potentiellement, quoi. Ah, comme tu l'as dit, la première interrogation, c'est, dans quel état il sera. Mhm. Il n'a pas joué depuis très longtemps, et en plus là, il reprend dans les conditions, et que voilà, on va lui demander tout de suite d'être au niveau. Il y aura pas de sas de décompression là, va falloir tout de suite. C'est la grande interrogation. Après, je suis pas inquiet sur le côté, il va prendre des minutes à quelqu'un, parce qu'on sent que, du côté du 8, il y a vraiment la notion de groupe et de collectif, et si ça les fait gagner, ils s'en foutront. Si, Tyler Herro joue, les 2 dernières minutes, Je pense qui aussi. balance des T'as banderilles et que raison. ça score, ils seront tous là, je vois déjà les phrases de conférence de presse: «On a un groupe, on est une équipe, si le coach lui fait confiance et s'il met les choux», donc je pense pas que ça créera des problèmes d'ego ou de Non, 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 pas tension. du tout. Spoelstra Je a déjà je fait ça tous oui, ses playoffs. Je veux dire, il a pris des joueurs, il les a mis dans la rotation, puis il a fini par les enlever. Je veux dire, je crois que Kevin Love, il n'a pas joué une seule minute du Game 7 contre Boston. Et que Zeller non plus, alors qu'ils ont eu plusieurs minutes de jeu les matchs précédents. Mais parce que Eric Spoelstra s'est dit, tiens, là, maintenant, tout de suite, dans le match-up,
ça colle pas, on va pas gagner comme ça. Et difficile de lui donner tort puisqu'il a eu amplement raison. Donc, Après, il faut tenter. J'ai envie de se dire, tu tentes et puis si ça mmh mh. fonctionne, bah, tu le laisses. Si ça fonctionne pas, bah, tu tenté et je pense que ce C'est une serait carte à dommage. jouer, bien sûr, Exactement, ça bien serait sûr. dommage de ne pas le tenter. Ça peut être un facteur X, hein, si vraiment il revient, et qu'il est, incandescent, ça peut ouvrir, voilà, beaucoup de voies, au Heat. Mais, je pense que Spoelstra le tentera si physiquement il est opérationnel. Il faut de toute façon le tenter. Ça peut être aussi une fois de plus, une façon de brouiller les pistes un petit peu. Je suis pas sûr que les Nuggets aient énormément travaillé Tyler Herro parce que voilà, ils se disaient peut-être que, il ne jouera pas ou ils y croient peut-être pas trop. Il faudra de toute façon perturber ces Nuggets, ça peut être une façon aussi de les perturber, cette fois-ci pas sur le plan défensif mais offensif. Voilà, tu le fais jouer, il prend, 3 shoots et il se met sur le banc, mais si c'est 3 shoots à 3 points que ça rentre, c'est toujours ça de prix. Oui, Mais, si tu c'est prends, si te gagne un match parce que tout d'un coup il rentre il s'enflamme, voilà. 4-3 points consécutifs en l'espace de 2 minutes, bon bah ouais, tu prends quoi. Et si ça tombe, il jouera peut-être que ces 4 minutes-là, mais il aura fait, ce qu'on lui aura demandé de faire. Mais, il je pense que s'il est apte dès le troisième, ils le tenteront, il y a aucune raison de Ouais. ne pas le faire, hein. Il y a un autre argument qui est beaucoup sorti, que j'ai beaucoup retrouvé cette analyse entre le Heat et les Nuggets, c'est de dire ah oui mais et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué tout du moins, c'est de dire ah oui mais le Heat, euh, leur adresse au tir elle est pas tenable. Qu'est-ce que je dis à ça? C'est que on a dit ça à la fin du premier tour, on a dit ça à la fin de la série contre les Knicks, et on a dit ça à la fin de la série contre Boston. Oui, une fois c'est un Quand accident, au tu bout as d'un moment ça l'est gagné plus. 3 tours de playoff, cette conversation, faut arrêter. Oui, c'est tout à fait possible que Miami ait un passage à vide. Oui, c'est tout à fait possible que leur adresse revienne à la normale et retrouve un niveau qui est plus dans la moyenne qu'ils avaient affiché cette saison. Parce que là, effectivement, c'est totalement incandescent, leur adresse à 3 points. C'est complètement irréel. Oui, ça l'est. Mais à force, je veux dire, quand ça fait plus d'un mois et demi que tu es en train de tenir ce rythme-là, c'est plus un accident à ce moment-là. Je veux dire, faut arrêter. Struz, Gabe Vincent et comment il s'appelle? Ah, j'ai plus. Caleb Caleb Martin. Martin? Voilà, ces gars-là rentrent leur tir, point barre. On passe à autre chose, tu vois. Je pense que là, maintenant, faut arrêter de faire les ravis de la crèche en se disant ah, tiens, c'est marrant. Bah, non, c'est pas marrant. C'est ce qu'ils font depuis de la mi-avril, quoi. Tout Oui, à un simplement. moment donné, Tu vois? une fois tu peux croire que c'est un peu de la réussite, mais à un moment donné, faut C'est tu en ça. finale NBA de toute C'est façon, ça. faut pas baisser la tête et se dire: «Ça ne durera pas». Il faut de toute façon partir du principe qu'en face de toi, tu as une équipe qui, est très forte, qui n'est pas là par le fruit du hasard, donc faut pas faire de cadeaux. Donc, faut pas réfléchir, est-ce que c'est de la chance ou pas? En fait, tu t'en fous, tu défends sur lui, point barre. Complètement. Tu sais, dans les manières où Eric Spoelstra peut gêner le jeu de Denver, j'avais trouvé un argument. C'est un coach sur une chaîne YouTube qui avait lancé l'idée, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais la partager avec tout le monde. C'est le fait de faire des pick and roll inversés avec Bam Adebayo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu files le ballon à Bam Adebayo et un joueur de l'équipe, n'importe lequel, hein, selon ce que souhaite faire Spoelstra et le genre de décalage et de mouvement qu'il souhaite créer. Mais tu donnes la balle à Adebayo, qui est capable d'initier une attaque. Hein. Adebayo, il a cette vraie qualité-là de savoir faire des bonnes passes et de trouver ses coéquipiers. Et en fait, tu obliges Jokic à se retrouver, à se prendre un écran, en fait. Et il disait ça pourquoi? Il disait ça parce que Jokic se retrouve 98% du temps de cette saison, s'est retrouvé dans la position du défenseur sur le poseur d'écran. Or, il s'est retrouvé quasiment jamais en tant que joueur où il se prend un écran. Et il expliquait que potentiellement, c'était une arme que pouvait utiliser Spolstra pour justement, on en revient au même argument de tout à l'heure, de brouiller les pistes, en fait, de sortir les Nuggets de leur zone de confort et essayer de créer un peu la confusion dans l'esprit des Nuggets. Ouais, pourquoi pas, mais comme tu le dis, hein, je pense que ça va être des armes pour les faire déjouer, leur faire poser des questions, les faire douter. Et voilà, des joueurs qui ont pas forcément l'expérience, qui commencent un peu à douter en fil NBA. Ça peut aller vite, ça peut aller très vite, hein.
Donc ça peut être en effet une arme, très intéressante et puis c'est vrai que Bam a les moyens de faire ces petits gestes-là. Une fois de plus, ils le feront sans doute pas 25 minutes. Ils peuvent le faire Mmh. s sur quelques possessions, Complètement. 4-5 possessions et puis ça fonctionne et puis après hop, on passe à autre chose au moment où tu sens que les Nuggets sont prévenus maintenant et bah, hop, tu fais autre chose et tu surprends, hein, pareil, moi je serais pas étonné à un moment donné qu'on ait des phases de small ball du côté du Heat pour essayer de jouer assez vite et de prendre, de vitesse en attaque, les Nuggets, hein. Ça il y aura, je pense, des formules comme ça un peu à faire. Parce que c'est aussi un alors le problème du small ball aussi, c'est un petit peu le cas de manière générale du Heat, c'est qu'ils aiment beaucoup tirer à mi-distance. C'est une équipe qui aime bien ce genre Mmh. de shoot. Ça va pas être facile avec des Michael Porter Jr., d'Aaron Gordon qui rôdent et qui sont quand même assez longilignes. C'est aussi une petite inquiétude Ouais. que j'ai sur l'attaque du Heat, mais parce qu'il va falloir quand même, dans ce registre-là, ils vont avoir plus de mal que d'habitude. Oui, complètement, bah, c'est ce qu'on Même un disait tout KCP, est grand pour son poste. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la taille de Denver est quand même, un facteur, extrêmement compliqué à gérer pour le Heat, même si on peut argumenter que Boston avait quand même des gabarits en termes de longueur et de défense qui étaient Oui, intéressants. Le problème des Celtics, ça a jamais été de, si, enfin, non seulement ils ont abandonné leur identité défensive, pour moi ça a été leur plus gros problème dans ces playoffs et dans cette série face à Miami, et le fait qu'ils étaient totalement incapables de régler cette défense de zone. Pareil pour Milwaukee. Si tu regardes les chiffres, l'attaque de Milwaukee et l'attaque de Boston, dès que Miami mettait en place leur zone, ça baissait de façon inquiétante, quoi. Et ni l'une ni l'autre n'ont réussi à trouver la solution. Sauf que, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, pareil, cette solution-là semble tout à fait mal appropriée contre les Nuggets. Ça risque d'être. C'est là, en fait, où le hit me semble. La tâche me semble énorme pour Miami. C'est que tout ce qui a fonctionné pour les emmener jusqu'en finale NBA vont. Ce sont des armes qui seront potentiellement inefficaces contre Denver. ils vont devoir se réinventer. Ce qui est excessivement dangereux Mmh. et C'est très casse-gueule. compliqué, mais ils ont pas le choix parce que, s'ils se contentent de faire, une petite on met une banderole jaune, dans la raquette, on dit ici défense de zone. S'ils font ça avec les Nuggets, bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait parfois avec les Celtics, Mais hein, mais ça complètement, marchait, hein. mais C'est-à-dire complètement. Spoelstra, il venait au début du match, il mettait sa petite banderole là, tu sais un peu, Ouais, attention, scène de crime. Puis ouais. il repartait sur le banc et puis ça Ouais. ça bloquait totalement les Celtics. Là, le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont se faire dépiocer, mais ils le savent très bien. Donc ils vont devoir un peu se réinventer, en tout cas défensivement. Or, la défense a toujours été le socle de leur victoire dans les différentes séries. Mais ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir parce qu'ils ont un profil d'adversaire qui est très différent. Donc il faudra voir aussi l'état physique du Heat sur cette série. Un des derniers points que je voulais voir avec toi. Florent, mais t'as lu mes notes ou quoi? T'as un Mais je accès suis, à... mais je suis juste derrière toi. T'as hacké mon ordinateur, en fait. Pas possible. C'est exactement ce que j'allais te dire. Est-ce que tu n'as pas été un peu inquiété? Moi, je l'ai été personnellement. J'ai trouvé que autant la fin de match du hit m'a impressionné. Caleb Martin, tout ça, ils m'ont tous beaucoup impressionné. Mais s'il y a un point négatif à retenir du fait d'avoir poussé jusqu'à cette match, même si c'était magnifique et que le storytelling est absolument grandiose pour Miami, ça fait j'ai vu Jimmy ressouffrir de sa cheville. On voit qu'il a les jambes quand même beaucoup plus lourdes. On voit que certains joueurs, c'est pareil, ils commencent à chercher un peu leur souffle, notamment Bam Adebayo. On voit il était un peu cramé à la fin de cette série. Et là, on leur demande, 2 jours après avoir remporté ce match 7, de partir à Denver, de jouer leur premier match en altitude, où tout le monde dit, Lillard a récemment fait un live Instagram pour expliquer, quand tu joues à Denver, à la fin du premier quart-temps, tu as l'impression que tu vas mourir. Parce que tu n'arrives plus à respirer. Donc j'imagine même pas ce que c'est quand tu as joué 3 séries de playoffs, dont la dernière avec 7 matchs dans les dents, quoi. Ah bah oui, très clairement.
le premier gagnant de la longueur de cette série Heat-Celtics, c'était les Nuggets. Ça, c'est sûr, parce ils ont pu se reposer, ils ont pu soigner les petits bobos. On n'en parle pas assez. Moi, les mecs, Complètement. en fait, pendant toute la saison régulière et a fortiori pendant les playoffs, ils jouent, ils ont tout le temps des coups, ils ont des griffes, ils ont des coups, ils ont des hématomes, ils ont plein de trucs comme ça. Là, pendant une semaine, ils ont pu soigner les petits bobos, ils ont pu faire du bon kiné, ils ont pu tout remettre dans l'ordre, etc. D'ailleurs, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessures pendant ces finales NBA parce que franchement, on a eu des playoffs plutôt clean à ce niveau-là. Il n'y a pas eu Ouais, de gros trucs, pas de trucs catastrophiques. J'espère qu'on sera épargné. Pardon, ouais, bien excuse-moi. sûr. Non, non, mais je t'en Je prie. profitais juste que tu dises ça pour faire ce petit clin d'œil parce que l'autre fois, j'en ai parlé au téléphone avec je sais plus qui et on se disait ça, c'est cool, il n'y a pas de blessures et voilà, bref. Pardon. Ouais, Vas-y, bah, continue. on touche toujours du bois pour qu'ils soient en bonne santé. Tout Mais à c'est fait. vrai que, voilà, du côté des Nuggets, ils ont pu un petit peu se ressourcer. Et quand on est à plus de 90 matchs dans la saison, le moindre petit repos, ça fait du bien. Donc c'est sûr que si la série dure, ce sera peut-être un petit avantage pour les Nuggets. Après, sur la petite pause, c'est là où ils ont peut-être un coup à jouer le hit. C'est au début du match 1. Ils peuvent peut-être surprendre un petit peu, prendre à froid, on va dire, les Nuggets, parce que eux, là, les joueurs du Heat, là, ils sortent d'une Ils série, transpirent déjà. mais disons qu'ils n'ont pas encore fini de transpirer, ils n'ont pas eu le temps de Ouais, se c'est sécher, ça, ouais. qu'ils doivent déjà Ils sortent de la repartir au douche, quoi. combat. Ouais. Même mentalement, ils ont encore l'adrénaline du match 7. Euh, les joueurs des Nuggets, voilà, il y a eu une petite baisse d'adrénaline, etc. Ils vont devoir repartir. Peut-être qu'ils peuvent les cueillir à froid au début du match 1. C'est là où ils ont un coup à jouer pour créer une surprise sur ce match 1. Parce que sur le long terme, la santé, le côté physique va Ouais. aller un petit peu plus en faveur des Nuggets qui ont pu se reposer un petit peu, ça c'est une évidence. Il y a la blessure la cheville de Butler. Bon, il a l'air un petit peu bien géré, mais voilà, mais c'est tout bête. Mais pendant une semaine, il aurait pu se reposer. Ouais. S'il avait été aux Nuggets, il aurait une semaine pour plus trop marcher, pour avoir de la glace, pour avoir un médecin, un kiné, etc. Et avoir une cheville toute neuve. Là, bah, voilà. Et pendant le match, il va pas boiter, mais avant le match et après le match, il boitera. Et mine de rien, ça joue un petit peu, etc. Mais et puis, comme tu l'as dit, en plus, il y a l'altitude pour le match 1. C'est sûr que voilà, ça va pas aider. Je Puis, pense que c'est ça qui va être dur pour Miami. C'est-à-dire que je pense comme toi que le début du match va être en faveur de Miami, mais je pense que c'est au retour des vestiaires après la première mi-temps. Je pense que c'est là que tu risques d'avoir le hmm, coup de massue et une équipe de Denver qui enclenche la vitesse suivante, quoi. oui, Et parce qui qu'en se met plus, en marche. les séries des Nuggets ont jamais été très longues, hein. Ça a été rapide avec les Suns, avec les Lakers, c'est très, très rapide. Donc en plus, ils ont quand même joué moins de matchs. Ouais, ouais. Historiquement, j'ai trouvé la stat. Historiquement, les équipes avec le plus de repos et qui accueillent le premier match des finales NBA ont gagné 8 fois sur 9. Oui, parce que ça joue quand même, hein. Et dans l'histoire des finales NBA, l'équipe qui reçoit le premier match gagne 76% du temps. Bah, Mais si je dis pas de bêtises, Miami, tous les chiffres qu'on donne tout le temps, à chaque fois, ils en font une boulette de papier, ils la jettent à la poubelle. On est d'accord. oui, bonne nouvelle, c'est ça, c'est que finalement le hit, les chiffres, Les plus ils ont les chiffres, chiffres les contre eux, probabilités, tout mieux ils se ça, c'est portent. bon, quoi. Oui, il me C'est semble d'ailleurs que les joueurs complètement. du hit sont pas retournés à Miami. Je crois qu'ils sont directement partis. Exact. Ouais. Ils avaient déjà réservé leur avion. Ouais. Donc ils sont même pas passés par la case maison, Maison. et maison Mm. dans tous les sens du terme, hein, aussi bien sportif, mais même un peu familial. Bon, peut-être que leur famille les a suivis, etc. Mais c'est vrai que se ressourcer aussi un petit peu auprès de sa femme, ses enfants, ses amis, tout ça, ça peut faire aussi du bien à un moment donné dans les playoffs. Mentalement, ça te rebooste un petit peu. Et ce petit boost-là, ils ne l'ont pas. Après, le côté mercenaire, on n'a rien à perdre, on est un groupe. Finalement, ça sied très bien Oui, au hit. Donc, ça peut complètement. aller. Mais c'est sûr que c'est quand même un avantage côté Nuggets. On peut pas nier que le repos est un avantage quand on est à plus de 90 matchs dans la saison. J'ai une autre stat c'est exactement les mêmes chiffres d'ailleurs. Les équipes avec l'avantage du terrain et le plus de repos, c'est 8-1 en termes de. Pas pour gagner le Mhm. premier match, mais pour gagner les finales NBA. D'accord. Et la seule équipe à avoir perdu, c'est le Jazz d'Utah en 98 face aux Bulls, le dernier titre de Jordan sous le maillot des Bulls. Et Voilà. ça s'est joué à un shoot patati, donc c'est pas Ouais. passé très loin C'est en plus. la seule fois où ça s'est produit. Donc, je pense très sincèrement, Florent.
que si Miami n'arrive pas à arracher un de ces deux matchs à Denver dès l'entame de la série, ça va être très compliqué. Ça va être excessivement compliqué par la suite. Parce que plus cette série ira durera, plus ça sera difficile pour Miami, je pense. Sauf si, bien évidemment, comme on l'a déjà pu le voir dans certaines finales NBA ou séries de playoffs, il arrive parfois que des équipes, tout d'un coup, perdent les deux premiers matchs et tout d'un coup arrivent à se figurer les solutions à mettre en place et à complètement retourner la table sur leur adversaire et prendre l'avantage, quoi. Je pense aux Bucks en 2021, où clairement, moi, quand j'avais vu les Suns gagner les deux premiers matchs, je me suis dit, bah, c'est bon, ça va gagner, ça va au bout, cette histoire. Les Suns, ils sont irrésistibles. Et puis finalement, les Bucks ont plié cette histoire en 6 matchs, quoi. Il y a eu aussi, c'était pas, il y a eu aussi la blessure de Saric, je crois, dans cette série qui Tout à avait fait, ouais. un petit peu aussi changé la donne, mine de rien. C'est pas le joueur le majeur, bien sûr, mais ça avait beaucoup gêné dans les rotations. Ah Et bah de toute après, façon, ça oui. c'est la donnée qu'on n'a pas, c'est Ah oui, les ça. potentielles blessures. Et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. J'espère que on sera épargné de ce genre de choses, quoi, de scénarios, clairement, Mais je pense qu'on va bien s'amuser. complètement. J'en suis persuadé, je suis ravi de voir ces deux clubs qui, pour moi, enfin, je dis pas que enfin, je sais pas, je suis pas là, je suis pas là, je porte pas de jugement sur les finalistes des années précédentes, mais en tout cas dans ces playoffs, c'est deux clubs extrêmement méritants qui arrivent en finale NBA, que ce soit dans la construction de l'effectif, dans la culture du club, dans l'identité de la franchise, tout ça. Enfin, je trouve que tout ça s'est passé de la bonne manière des deux côtés, d'autres clubs bien évidemment. Enfin, encore une fois, c'est pas une critique par rapport aux Non, autres, mais ça peut servir d'exemple. mais il y a deux belles histoires là, et je suis content que ces deux clubs-là représentent chacun leur conférence et nous offrent ce duel. On arrive maintenant au moment que tout le monde attendait, Florent. C'est le pronostic. Et tu commences, je commence. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, comme tu veux, tu sais, je n'ai pas peur d'être ridicule. Alors déjà, quoi qu'il arrive, ce sera historique, puisque si c'est Denver gagne, Complètement. ce sera de toute façon le premier titre. Et si c'est Miami, un 8 ou un 7 qui gagne un titre, ce serait je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, mais si c'est arrivé, ça n'a pas dû arriver souvent. Un Euh, huitième? un huitième, je pense pas qu'il ait Ah non, déjà ça gagné un c'est titre. non 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 jamais 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 Donc quoi jamais qu'il ça s'est arrive, ce jamais sera produit. historique. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé assez de Jamal Murray. Jamal Murray est un joueur de dingo. Voilà, je le dis. J'ai envie, je peux pas passer ce podcast sans se dire ça. Le mec tourne sur des stats de fou, 50, 40, Il fait des 90, séries. 30 points. Le gars affiche. Le mec, il est en train de tutoyer les Stephen Curry, les Kobe Bryant, il est en train d'inscrire son nom en haut des meilleurs performeurs en playoff de l'histoire de la ligue, quoi. Qu'on soit bien clair avec ça. Jamal Murray, j'ai hâte de voir s'il va confirmer en finale, mais s'il le fait, ouf, ça va être compliqué. Pardon, excuse-moi. Ah, mais Je t'ai coupé dans ton pronostic, bordel, ça se fait pas. il y aura un beau duel hein, si jamais Ça les se fait Nuggets gagnent pas. pour l'MVP des finales. Grave, j'en suis C'est persuadé. c'est pas donné Non, donné. non, Hein. non, c'est pas Si une Murray autoroute. Ouais, ouais. se chauffe, il y aura discussion. Hein. Ce Et serait tu vas alors voir Caleb Martin, ça se trouve, il n'a pas eu le MVP de la conférence Est, mais il va être MVP des finales. et pourquoi pas, tout est possible. Mais non, mais c'est vrai que le MVP des finales, si les Nuggets gagnent, c'est pas donné. Hein. On sait, ça peut être surprenant. Alors ce sera cruel, ce sera vraiment l'année où Jokic aura fini deuxième à chaque fois dans Je l'MVP. pense ils s'en fichent Oui, absolument pas. s'il a le titre, je pense que mais alors c'est le cadet de ses soucis. De toute façon, à la fin, il repartira en Serbie faire du cheval, donc je pense qu'il s'en fout. Mais ce serait drôle. Et alors, pour revenir à ta question, le pronostic, je vais quand même mettre les Nuggets. Je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Alors, le chiffre, je vais dire 4-2. Ouais. Donc une victoire à Miami dans le sixième Ouais, match. je vais mettre 4-2 parce que 4-1, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais le hit est tellement fou qu'ils sont capables d'en prendre deux. Donc, je mettrai 4-2. Moi, j'étais parti sur du 4-3 à la base, parce que très sincèrement, 4-3 pour Denver. Mhm. Parce que très sincèrement, je suis incapable de pas donner Denver parce que oui, j'ai envie de voir Denver gagner parce que j'ai envie de voir Jokic être sacré, mais je respecte tellement cette équipe du 8 et elle m'a tellement, voilà, fait mentir tous ces playoffs. Enfin, je veux dire,
Ça a été une humiliation permanente sur tous mes pronostics les concernant. Ah bah, ils ont fait un doigt Donc, d'honneur, à tous oui, les oui, suiveurs de complètement. la ligue, à tous les spectateurs, à tout le monde. Alors, Donc voilà. Et donc je me suis dit 4-3. Et ouais, je les vois pas gagner un septième match à Denver en altitude après cette folle série contre Boston. Pour moi, ça serait la marge de trop. Et voilà. Et si j'écoute mon, mes tripes, ce que je ressens au plus profond de moi-même concernant cette série, je donne Denver en 5. Je vois un 4-1. Je pense qu'ils prennent les deux premiers matchs, qu'ils vont en prendre un à Miami et qu'ils vont terminer le job dans le cinquième match à la maison. Je pense que c'est ce scénario-là sur lequel on part s'il n'y a pas de blessure. ouais, 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 Voilà. mais comme tu le dis, ces playoffs ont tellement été compliqués à prédire, surtout à l'Est. Bah, Faire une en prédiction. fait, le truc, c'est que Miami, à chaque fois, on prédit en se basant sur la raison, mais c'est une équipe déraisonnable. C'est ça. Donc, À part la série contre les Knicks où c'était pas. Moi, je voyais plutôt même le Heat éventuellement passer contre les Knicks, donc j'étais pas tant que ça surpris. Mais sur les deux autres séries, contre les Bucks et contre les Celtics, ils ont retourné tout le monde. oui, je suis complètement d'accord. Et des bookmakers qui ont dû pleurer, hein. Oui, alors je sais pas qui a parié sur Miami, mais cette personne est sur le point d'être Très riche. très très riche. Ouais, si tu as mis ton billet à chaque fois sur cette équipe, waouh! Mais je pense que Denver représente la marche. Je pense que l'histoire s'arrête là, quoi. Quand quand je préparais cet épisode du podcast, c'est exactement ce que je me suis dit. Ce qui a fonctionné contre Milwaukee, et c'était impressionnant. Ce qui a fonctionné contre Boston, et je suis d'accord avec toi, la série contre New York, j'ai jamais trop douté. Et finalement, c'est peut-être là où ils ont le plus de mal, bizarrement, enfin, en quelque sorte, on va dire. Je sais pas. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que Denver pose trop de. Si Spolstra arrive à trouver les solutions pour permettre à cette équipe, de vaincre contre Denver. Il faut lui donner coach de l'année la saison qui vient, quoi. Mais ouais, non, mais là, c'est. Ou Tu fais une- rétrospectivement lui donner. Ouais, non, mais. tu le mets au Hall of Fame immédiatement, quoi. Tu fais la cérémonie dans les 24 heures qui suivent. Ouais, Au non, mais panthéon du basket. Rentre ici, Eric Spolstra. le La truc, nation te rend hommage. le truc aussi, c'est que Denver est très très fort. Tu lui fais une statue à Eric Spolstra. Ah Tu lui bah fais une statue à Miami, de toute clairement. façon, je pense que quand il partira, ils pourront lui faire quelque chose, hein. La Pour tout ce qu'il vache. a fait, lui et Pat Riley, ils auront le droit de toute façon à une rue ou je sais pas quoi, mais il faut qu'ils aient quelque chose. Mais Pat Riley, rappelons-le quand même, hein, 25% des Ouais, finales NBA j'allais te le dire. Ouais. C'est en tant que incroyable. joueur ou alors toi on dit souvent un tel c'est un chapitre ou une Ouais. page de l'histoire. Lui c'est un tome carrément quoi. Ah, lui, C'est incroyable ouais, quoi. C'est c'est lié à la ligue, quoi. donc la statistique c'est un quart des finales NBA. Il les a faites en tant que coach, joueur ou président, quoi. La Et stat qui n'a aucun attends, sens. Florent, je ne sais pas du tout quel âge tu as, mais quand l'autre fois, je voyais un article qui disait Pat Riley, moi j'ai des souvenirs de Pat Riley, coach des Knicks, Mhm. et c'était marqué, ouais, Pat Riley, depuis 28 ans à la tête du Heat de Miami. Et j'étais en train de me dire, enfin, je me suis dit, mais Josh, 28 ans. t'es vieux, mon gars. T'es vieux, t'es Je juste vieux, pensais pas là. que c'était il y a si Mais longtemps. 28 ans, mec. 28 ans. Ça me semble fou. Bref. Ah, l'éloge de la stabilité en NBA, c'est rare, hein. Bah, en tout cas, c'est ce que j'arrête pas de dire, pas pareil dans ce podcast depuis quelques numéros. Miami s'est imposé comme une destination de rêve et ça me fait marrer parce que quand on va tous parler là de la nouvelle convention collective avec tous les blocages que toutes les décisions salariales que ça implique, tous les blocages que tu vas avoir si tu veux te gaver avec des joueurs un peu forts et tout ça, Miami, quelque part, eux, ils ont un effectif qui colle parfaitement à la nouvelle convention collective et potentiellement ça peut les servir. Ah, c'est un front office qui, pour moi, est l'un des meilleurs depuis des années. Oui, Parce qu'en plus, enfin, faut s'y rappeler que c'est quand même Miami, donc en termes de distraction pour les joueurs, t'as quand même tout.
Ouais. et ils arrivent quand même à maintenir ça de manière, enfin d'une main de fer, hein, avec notamment Pat Riley. Parce que voilà, on dit souvent: «Ouais, le jour où il y aura une franchise à Las Vegas, ça va être le bordel». Enfin, Miami, vous savez, vous avez la plage, les discothèques à gogo, vous avez aussi beaucoup de substances illicites qui circulent. Il y a tout pour, non mais enfin les joueurs ont tout pour, c'est comme Los Angeles, hein, ils ont les c'est des villes où les joueurs ont tout pour faire tout sauf du basket, et malgré tout, il y a assez peu de faits divers et c'est quand même, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc ouais, oui, c'est un exemple à suivre. 28 ans, vraiment le chiffre là que tu m'as donné me sidère. Ah moi moi ça m'a mis trop mal. Oui, alors 1, ça ne Ouais. me rajeunit pas, mais 2, en plus 28 ans à ce poste-là, c'est assez dingue. Et je crois que si on faisait le bilan des 28 années, Heu, c'est quand même, du très haut niveau. Je sais pas combien d'années ils ont fait en play-off ah mais sur les c'est fou, 28, mais il doit y en avoir un bon paquet quand même. c'est fou et d'ailleurs, je tiens à signaler mes chers auditeurs que, lundi prochain, je recevrai, Pat Riley. non, Nicolas qui a écrit, le livre The Eatles. Ah oui. Mmh. Voilà et on parlera, bah, des finales NBA, Nicolas Méchel. On parlera des finales NBA et on parlera bien évidemment du Heat, de la culture du Heat, de l'histoire du Heat. On va parler de tout ça avec lui, Eh voilà. ben, j'écouterai avec plaisir. Ouais, 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 ça va être cool. Franchement, j'ai lu son livre, il est mortel. Ah ouais, Merci. c'est un beau thème, hein. Ouais, carrément, carrément. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait et par rapport à ce que je viens de te dire et par rapport à ce qu'on voit maintenant, par rapport à cette équipe-là, même Spoelstra, même son l'histoire de Spoelstra est magnifique. Bref, Bah, il a c'est commencé un autre sujet. stagiaire, non rémunéré quand même, hein. Exactement, C'est ouais. dingue, hein. C'est fou. C'est complètement fou. Bon allez, ça c'est un autre Allez, podcast là, ouais, on s'éloigne. exactement. Merci Florent de m'avoir Avec accompagné. plaisir toujours. Yes, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'est parti, les finales, on est prêts. Let's go, on va passer On un va super profiter. moment. Grave, ça va être génial. On se retrouve vendredi pour un podcast pour le débrief du premier match avec Thomas Bergevin, logiquement si tout va bien. Oh, Voilà, donc bah, je vous dis à vendredi et voilà, passez d'ici là, prenez soin de vous. À ciao, bye bye.